Alors, bonjour à tous, merci d'être là. Donc moi je vais vous parler de Kubernetes et des containers. Qui utilise déjà des containers? Ok. Qui utilise déjà Kubernetes? Ah, d'accord. Donc on va passer un peu plus de temps sur les concepts autour de Kubernetes. D'abord quelques mots pour me présenter. Donc moi je suis Alain Rigné, je suis architecte technique et entrepreneur, CTO d'une petite société qui s'appelle Alto Labs à Paris. Certains d'entre vous m'ont peut-être déjà vu il y a quelques années. J'ai fait un talk au Web Today sur les Google Glass, parce qu'il se trouve que j'étais à l'époque l'expert en Europe sur le sujet, et que j'ai développé un certain nombre d'applications pour France Télévisions, pour la Caisse d'Épargne, etc. sur le sujet. Il y en a qui étaient là dans mon talk sur les glaces? Ah, il y en a quelques-uns quand même, c'est bien. Donc moi j'ai passé 10 ans dans la Silicon Valley, en tant que développeur, qu'architecte. J'ai monté une startup là-bas que j'ai revendue depuis. Je suis GDE Cloud. GDE, ça veut dire Google Developer Expert, certifié sur GCP. Je suis le cofondateur à Paris du GDG Paris, donc le Google Developer Group de Paris. Donc vous avez à Nantes le deuxième, le deuxième GDG en France derrière Paris. Private joke. Donc une grosse communauté autour des GDG. Je suis aussi le fondateur de Startup Village. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui sont dans des startups. Allez voir Startup Village sur Twitter ou startupvillage.fr. Donc Alto Labs, qu'est-ce qu'on fait? On fait du consulting, principalement cloud, applications web, objets connectés, et du dev, notamment des protos, des POC et de l'accompagnement de startups sur les questions techniques. Donc si vous avez des sujets là-dessus, n'hésitez pas à venir me voir après, avec une forte connotation Google Cloud Platform, évidemment. Alors quelques mots d'abord sur l'évolution du développement logiciel. Certains d'entre vous, ouais, vous êtes quand même relativement jeunes, ça fait un certain temps que je développe. Dans le passé, on développait des grosses applications plutôt monolithiques sur des cycles de développement assez longs. On pouvait passer des fois 6 mois, voire plus, à développer avant de faire une release. Et bon, c'était assez pénible. Quand ça se passait bien, ça allait, mais sinon, c'était un peu compliqué. Euh, pour scaler, à l'époque, on allait chez Warsun et puis on payait très cher pour avoir un upgrade sur les serveurs Sun. Et Sun s'en mettait vraiment plein la poche. Donc c'était du scaling vertical. Souvent, c'était un langage, une stack. Depuis quelques années, et la direction vers laquelle on va, c'est beaucoup plus sur des applis de type microservices, avec des cycles de développement courts, voire très courts. Je pense que ça vous surprend pas. Sur plusieurs environnements, avec des mises en prod relativement fréquentes, voire même très fréquentes parfois, et du scaling horizontal pour éviter de payer à Sun et à ses descendants des gros frais en mettant simplement des machines en parallèle, et avec plusieurs langages, plusieurs stacks. Au niveau infra, on est passé des serveurs de base avec l'OS, les librairies et les applis qui tournent dessus, à la virtualisation. Alors ça fait déjà un petit bout de temps, où l'idée c'était de mettre un hypervisor soit sur l'OS, soit directement sur le bare metal, et de mettre des machines virtuelles complètement indépendantes les unes des autres, avec à chaque fois leur propre OS, leur propre librairie, et les applications par-dessus. Euh, Avec les containers, on change encore une fois l'infra. Typiquement, on a un container engine qui va nous permettre de faire tourner en parallèle des containers. Je vais aller un peu plus en détail là-dessus juste après, mais l'idée étant qu'on n'a plus besoin d'avoir l'OS, les librairies, tout ce qui faisait que les VM étaient grosses et lourdes à gérer et mettaient du temps à démarrer. On va pouvoir gérer ça beaucoup plus simplement en s'appuyant sur, et ça c'est important, sur l'OS qui est en dessous. Alors, je vais me focaliser sur Linux. Il y a eu des avancées au niveau des containers Windows, mais j'en parlerai pas. Donc l'idée, c'est vraiment de faire tourner sur le kernel de l'OS qui est en dessous nos containers. Alors container, le lien avec les containers physiques hein, qui sont utilisés au niveau shipping partout sur la planète aujourd'hui, il est assez clair. Qu'est-ce qu'un container? En gros, c'est une enveloppe qui permet de packager une appli avec juste ce qu'elle a besoin pour fonctionner. On met plus l'OS, on met plus les librairies, on met plus tout ce qu'on mettait avant dans les machines virtuelles. Alors, on peut mettre quasiment n'importe quoi, à condition que ça tourne donc sur le kernel Linux de l'hôte. Ça peut être déployé tel quel partout, ça c'est intéressant. On passe de l'environnement de dev, l'environnement de test, l'environnement du AT, l'environnement de prod, avec juste ce même package. Les containers ont leur propre espace
process et leur propre interface réseau. Ça aussi, c'est important. C'est isolé de l'autre, mais c'est quand même exécuté dessus. Donc le lien avec le noyau Linux qui est en dessous est important. Et surtout, ça va permettre de décomposer votre appli en petits éléments de type microservice. Alors, pourquoi utiliser les containers? Je pense que tout ça, vous avez tous un peu en tête. Une meilleure performance que les VM, déjà ça démarre instantanément, c'est quand même vachement pratique. C'est portable d'un environnement à l'autre, on peut facilement prendre son container qui tourne sur Microsoft Azure et le mettre sur GKE ou le mettre sur son infrastructure en data center. On a une grande cohérence au niveau des environnements, donc dev, test et prod, puisqu'il suffit de déplacer le container. Alors, attention, hein, il ne s'agit pas de prendre le container créé par le dev sur sa machine de dev et de le mettre en prod. Il y a quand même des contraintes au niveau sécurité, au niveau package, au niveau image de base, etc. à respecter. On va pouvoir donc plus facilement modulariser son application. Et surtout, on va pouvoir aussi gérer l'héritage technique. Sous-entendu, quand on a une application un peu ancienne, mais qu'on a besoin qu'elle continue à tourner, en la mettant dans un container, elle va pouvoir utiliser des librairies un peu anciennes qui ne seraient pas compatibles avec d'autres applications plus modernes qu'on pourrait faire tourner sur le serveur. Il suffit de les mettre dans des containers séparés sur la même machine. Alors en fait, quand on regarde un peu l'historique, tout le monde a entendu parler de Docker, mais les containers, c'est pas nouveau. Si on regarde un petit peu ce qu'est vraiment un container, on peut remonter à chroot, on peut remonter aux containers sur Solaris et aux zones Solaris qui datent quand même de 2004, pas tout jeune, les Linux Container LXC 2008. Mais en fait, ce qui se passait surtout à l'époque, c'est que c'était très compliqué à mettre en œuvre. Et il y avait peu de gens qui étaient capables de le mettre en œuvre, et notamment en production. Alors, c'est utiliser des technos un peu poussés, comme les cgroups, qui permettent de prioriser les ressources et de les limiter au niveau du kernel Linux, ou les namespaces, qui permettent d'isoler les ressources. Et encore une fois, c'était pas forcément très... les compétences pour savoir gérer ça n'étaient pas très répandues. Docker est arrivé, et ce que Docker a vraiment fait, c'est apporter une grosse simplification à l'utilisateur. Ça a vraiment révolutionné l'utilisation des containers. On n'avait plus besoin de se taper tous ces problèmes de config, de noyaux, etc. On avait une interface simple pour le faire. Alors Docker, tout le monde connaît un peu l'histoire de Docker, .cloud, ça vous parle ou pas? En gros, c'était un pass qui avait été écrit en Python avec un container engine custom. C'était une boîte française, c'est des Français au départ, qui sont partis à San Francisco. En fin 2012, ils ont réécrit leur engine en Go. En 2013, ils l'ont open sourcé. Donc en fait, par rapport aux startups dont je parlais tout à l'heure, c'est un véritable pivot, parce que leur pass n'a jamais vraiment marché pour le coup. Par contre, ce qu'ils ont développé en interne et ce qu'ils ont ensuite sorti en open source, il y a eu tout de suite des réactions très positives de la communauté, beaucoup de gens qui se sont impliqués, et beaucoup de devs qui se sont dit « Ah, c'est super ce que je peux faire sur ma machine locale grâce à Docker ». Donc .cloud a changé de nom pour Docker, donc le pivot est là. A levé 40 millions en 2014, 95 millions en 2015, ce qui est quand même beaucoup, même à l'échelle actuelle des startups. Quelques points importants de Docker, le Dockerfile qui contient en fait une liste d'instructions qui va permettre de reconstruire le container de manière répétable à différents endroits. Docker Hub, qui est la bibliothèque d'images publiques ou privées qu'on va pouvoir utiliser directement ou indirectement. Donc on va pouvoir avoir une application, un Redis ou un Tomcat qui prépare sa propre image, qui la publie et on va pouvoir s'en servir directement. L'utilisation d'un Union File System qui consiste en fait à stocker par-dessus l'image du file system juste les deltas, les changements, les uns par-dessus les autres, qui était aussi une très bonne idée à ce moment-là, qui est toujours d'ailleurs, mais bon. Un écosystème applicatif qui se construit. Alors, je ne peux pas parler des dernières évolutions Docker, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup d'annonces récemment, mais en gros, il y avait plein d'applis, et Docker est en train de partir un peu dans plein de directions en même temps pour essayer d'apporter des services autour, et notamment pour essayer de gagner des ronds. Parce que c'est important quand on est une startup, c'est bien de créer une techno, c'est bien de l'open sourcer, mais il y a un moment donné, les investisseurs qui ont mis beaucoup d'argent, ils ont envie de voir un retour sur leur investissement. La grosse force de Docker, c'est la communauté qui est vraiment énorme. Alors quelques exemples, un Dockerfile, un fichier qui décrit comment on construit le container, on part d'une image de base, par exemple Alpine, on ajoute son application, on spécifie, je sais pas si vous voyez ma souris, l'application qui va être lancée, on expose le port sur lequel on veut se connecter. Exemple très simple, quelques commandes au niveau du client,
comment construire une image Docker. On fait un Docker build en spécifiant le nom de l'image et en spécifiant le répertoire qui contient les fichiers qu'on va mettre dans le container. Pour exécuter un container, on fait simplement un Docker run avec le container. On peut se connecter à un container avec un shell pour aller voir ce qu'il y a dedans, parce qu'encore une fois, comme ce qui est dans le container est séparé de l'autre, on a parfois besoin d'aller voir les fichiers de log ou de voir pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça ne démarre pas. Voilà, alors les containers c'est bien, on fait plein de choses avec, mais assez rapidement on se retrouve dans des situations comme celle-là, où on en a beaucoup et beaucoup à gérer. Alors, grâce à Docker, on peut créer, déployer et exécuter des containers beaucoup plus facilement qu'avant. Mais au départ, on s'en est surtout servi sur la machine locale. Jusque-là, pas de problème. Les problèmes ont commencé à se poser quand on a voulu passer en prod avec. Est-ce qu'il y en a qui sont en prod aujourd'hui avec du pur Docker? Ok, donc il y en a 5, et ça fait quand même plusieurs années qu'on utilise Docker sur la machine de dev. Alors il y a plein de raisons à ça, je ne vais pas m'étaler là-dessus, c'est pas le sujet. Mais en gros, les questions qu'on se pose, c'est comment gérer le cycle de vie des containers, comment monter en charge, comment manager de grosses quantités de containers, le fameux bateau de l'image précédente. Donc bref, on a besoin d'orchestration. C'est un terme un peu à la mode aussi maintenant. Il y a plusieurs solutions. Il y a une solution chez Docker qui s'appelle Docker Swarm. Il y a Apache Mesos qui peut être utilisé aussi pour ça. Et il y a Kubernetes. Alors, Kubernetes, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un mot d'origine grecque qui signifie timonier, c'est-à-dire celui qui gouverne le bateau. C'est une solution open source qui a été lancée au départ par Google, qui est inspirée du projet Borg. Il y en a qui ont entendu parler de Borg ou pas? Borg, c'était le projet, enfin la solution interne que Google utilise depuis des années pour gérer ses containers en interne. Et en fait, tous les services auxquels vous accédez, Gmail, Google Drive, etc., en fait, tournent sur des containers depuis longtemps grâce à l'outil Borg. Et Kubernetes, en fait, c'est la réécriture en open source de cette application, alors en tenant compte de ce qu'ils ont appris, de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, et qui a été donc mis open source et aujourd'hui développé avec plein de partenaires, dont Red Hat, CoreOS, IBM, Microsoft. C'est écrit en Go. Ça peut tourner en local, sur le cloud, sur des machines physiques directement. Et surtout, il y a une API REST qui expose tout ce qu'on peut faire. Donc ça, pour les développeurs, c'est assez pratique. Il y a un gros écosystème qui est aussi en train de se constituer aujourd'hui grâce à ces API autour de Kubernetes. Donc l'objectif, c'est de gérer directement des applications et non plus des machines. Donc ça, c'est important quand on revient un peu sur l'historique. On ne veut plus savoir qu'il y a des machines, on veut plus savoir qu'on est sur le cloud, on veut gérer nos apps. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Kubernetes? Par exemple, on peut déployer une application sous forme de container rapidement et de manière prévisible. Donc quand on repense à la question qui est en prod, bah ça c'est important quand on est en prod. Parce qu'il peut y avoir un problème sur une machine, on peut avoir besoin d'éteindre un serveur, de changer de data center, etc. On a besoin d'avoir cette sérénité. On peut automatiser le déploiement et la réplication des containers. On peut regrouper les containers entre eux, on peut mettre un load balancer devant qui automatiquement va balancer sur les containers qui sont actifs, qui sont en bon état de marche. Un point important de Kubernetes, c'est qu'au lieu de dire je veux mettre tant de containers sur tant de machines sur mon cluster, on va dire voilà la configuration cible que je veux avoir. C'est-à-dire, je veux être sûr d'avoir toujours 4 pods, alors je parlerai des pods un peu après, qui tournent pour ce service. Et le reste, débrouille-toi. On va spécifier aussi la stratégie que l'on veut avoir au niveau des mises à jour, au niveau des rolling updates, j'en parlerai un peu après. Et on dit au système, débrouille-toi. Donc plutôt que de le faire à la main, de dire augmente de 1, fais ceci, fais cela, éteins ce serveur, etc., on dit voilà ce que je veux. Et c'est Kubernetes qui va s'en occuper pour vous. On va pouvoir faire des mises à jour sans interruption de service. Ça aussi, c'est assez sympa. Détecter certains des problèmes et les résoudre tout seul. En gros, Kubernetes va essayer de vérifier que les pods sont vivants. Et quand il y en a un qui ne marche plus, bah, il va recréer un à côté pour le remplacer. Il va loguer un certain nombre d'informations. Un point important quand même à garder à l'esprit, c'est que Kubernetes, c'est assez récent aussi. Et surtout, ça évolue très vite. Et les gens qui faisaient du Kubernetes il y a un an ont eu droit à un certain nombre de changements, notamment avec les 1.4, 1.6, incompatibles avec ce qu'il y avait avant, qui sont parfois un peu énervants. Bon, il y en a de moins en moins maintenant, heureusement, mais ça s'est produit pas mal. Quelques concepts de base, un cluster, c'est un ensemble de machines, physiques ou virtuelles,
qui est utilisé par Kubernetes pour faire tourner les applications. Donc en gros, on a plusieurs machines qui sont regroupées dans un cluster Kubernetes. Un node, c'est une des machines physiques sur lesquelles on va pouvoir mettre des pods. Je parlerai un peu plus des pods juste après. Un namespace, c'est ce qui va permettre de regrouper des ressources, des pods, des volumes, des secrets, ensemble. Par exemple, on peut avoir un namespace UAT, un namespace prod, sur le même cluster physique. Ça aussi, c'est conceptuellement parlant, quand on est habitué à avoir des trucs complètement séparés, ça peut un peu surprendre, mais ça marche bien. Et kubectl, enfin, qui est le client en ligne de commande qui permet d'interagir avec Kubernetes. Alors, quelques détails un peu plus poussés. Le pod, c'est un groupe de containers qui est déployé ensemble. Ça veut dire qu'ils sont toujours démarrés en même temps. Ça veut dire qu'ils partagent le même réseau, la même IP, les mêmes ports. Donc, si un des containers prend le port 80-80, l'autre ne pourra pas le prendre, par exemple. Qui vont pouvoir communiquer entre eux simplement en utilisant localhost. Donc on peut avoir, si on a un MySQL qui tourne par exemple dans un des containers et puis un serveur web sur l'autre, en se connectant simplement sur localhost, on aura accès au MySQL. On va aussi pouvoir partager des données via la shared volume, j'en parlerai un peu plus après. Bon, quelques exemples de commandes. Pour créer un pod, on fait simplement kubectl create avec un fichier qui décrit l'état à atteindre. Pour voir les pods, on fait un getPods. Pour effacer un pod, on fait un delete et le nom du pod. Donc un volume, c'est un espace de stockage qui peut être attaché à un container, peut être persisté indépendamment du container et peut être attaché à plusieurs containers du pod en même temps. Ça va permettre de partager par exemple un répertoire pour plusieurs containers qui sont dans le même pod. Et le pod, c'est vraiment l'entité de base qu'on va répliquer, qu'on va mettre sur différentes machines du cluster. Bon, je passe un peu ça parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le déploiement, ça c'est l'élément central de Kubernetes. C'est là qu'on décrit la cible de ce que l'on veut. C'est-à-dire les containers qu'on veut mettre dans le pod, les détails de réplication, la stratégie qu'on veut utiliser pour les mises à jour, etc. Et c'est le deployment controller, donc l'élément au cœur de Kubernetes, qui va se charger de maintenir cet état. S'il y a un pod qui plante, il y en a un en moins qui est actif, automatiquement il va s'en rendre compte, il va le désactiver, il va l'enlever du load balancer comme cible, et il va en recréer un à côté pour le redémarrer sur un autre nœud pour que ça continue à fonctionner. Voilà. Le service, c'est le dernier point important aussi, c'est ce qui permet d'accéder à une série de pods via une même IP statique. Alors ça fait plus que ça, mais en gros, pensez à ça un peu comme si c'était le load balancer lui-même. On identifie avec des labels les pods qui vont être la cible de ce load balancer. Et surtout, on va pouvoir déployer, redéployer des pods indépendamment du service. Donc on ne changera pas l'adresse IP. Donc pendant qu'on éteint des pods, qu'on en rallume, qu'on refait des déploiements, le service, l'IP, elle est toujours là et elle sait qu'elle n'a plus que 2 pods sur lesquels elle peut répartir le travail jusqu'à ce qu'on ait recréé les pods qui manquent. Ça, on va passer aussi. Alors, on passe au step by step. L'idée toute simple, c'est de prendre... qui a fait du Java? Bon, ça parle à tout le monde, ok, quasiment. Donc, on prend juste un exemple tout simple d'une servlette en Java déployée sur un Tomcat. Comment on fait ça dans le monde Kubernetes? Alors, d'abord, on se connecte à la console. Vous arrivez à lire, ça va ou... Ouais. Ok. Par exemple, Google Cloud Shell. Je vous invite à regarder si vous n'avez jamais testé, mais c'est quand même très très pratique. On a un shell directement dans le navigateur Internet. On configure quelques variables qu'on va réutiliser, comme le nom du projet GCP, la zone sur laquelle on veut travailler. C'est plus facile de créer des variables comme ça parce qu'on va les réutiliser pas mal derrière. Et on crée un premier répertoire, kubejava. On prépare notre servlet qu'on compile et qu'on exporte sous forme de war. Jusque-là, tout va bien. Petit exemple tout simple, un servlet vraiment très très basique qui prend un paramètre name qui dit hello et puis qui fait un output. Qui log, d'ailleurs un peu bourrin, le got call from de la personne qui a... C'est vraiment très basique, c'est juste pour vous montrer le mécanisme. L'étape suivante, c'est la création des containers. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une installation en mode sidecar. C'est-à-dire qu'on aura un container sur lequel il y aura Tomcat et un container sur lequel il y aura les web apps, les fichiers WAR. Alors, il y en aura un dans cet exemple-là, mais on pourra en avoir plusieurs. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de mettre à jour les WAR, donc la partie applicative, indépendamment de Tomcat. On n'aura pas besoin de redémarrer, de tout modifier. Alors, on crée un répertoire, Tomcat image.
On crée un Dockerfile, donc on a vu un peu tout à l'heure ce que c'était. Là, c'est un tout simple. Je dis, crée-moi un container à partir de l'image officielle Tomcat version 7. On construit le container, donc en faisant un Docker build. Donc là, on a le nom de l'image et puis la version 1. Donc pour ceux qui utilisent Docker, hein, c'est assez standard. On vérifie que l'image a été construite. Donc en faisant mon Docker image, je vois l'image de Tomcat qui a été récupérée et celle que je viens de construire qui s'appelle areg myTomcat. On peut le lancer pour vérifier que ça marche déjà, que le container fonctionne. Donc on fait un Docker run, on expose le port 8080 et on regarde ce qui apparaît et on reconnaît les logs de Tomcat. Il y a une fonctionnalité très intéressante aussi sur le Cloud Shell, c'est ce qu'on appelle la console web preview. Qui c'est qui connaît ça? Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Alors, il y a un petit icône quand on est dans le Cloud Shell sur Chrome qui vous permet de dire expose-moi ce qui est sur cette machine lointaine sur le port 8080 sous forme d'un nom DNS auquel je vais pouvoir accéder de l'extérieur. Alors c'est un truc à faire en mode dev, en mode test. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'en 2 clics, on va pouvoir aller se connecter sur cette VM, la VM du Cloud Shell qui est quelque part sur le cloud, qui est très sécurisé, très planqué derrière tout, mais avec un point d'entrée directement, avec un nom DNS un peu global, et on va pouvoir tester l'image. Donc ça permet de vérifier que ça répond très rapidement. Si besoin, on peut démarrer le container et ouvrir un shell pour aller voir ce qu'il y a dedans. L'étape d'après, c'est de taguer l'image pour la préparer, pour la mettre sur Google Container Registry. C'est un peu comme Docker Hub, c'est-à-dire que c'est là où on va mettre nos images, sauf qu'elles sont privées à notre projet, et que quand on va utiliser Kubernetes sur GKE, c'est là qu'on les met de manière générale. On n'est pas obligé, mais c'est quand même plus simple. Donc là, je fais simplement un Docker tag de mon image. Ensuite, je vérifie mes images. J'ai bien une nouvelle image qui est apparue qui commence par gcr.io, qui est donc ce qui va indiquer d'utiliser le Google Container Registry. Ensuite, je vais pusher mon image, comme je ferais avec Docker, sauf que là, je vais la pusher. Elle va être pushée directement sur gcr.io. Donc pareil, standard quand on utilise Docker. Petit tip là, si jamais vous avez une erreur de type 400 bad request, vérifiez que vous avez activé le billing pour votre projet. La manière avec laquelle GCP fonctionne, il y a des fonctionnalités qui ne sont accessibles que quand on a rentré un numéro de carte de crédit. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir payé, ça ne veut pas dire que ça va nous coûter cher, mais c'est nécessaire. Et donc si on va sur la Cloud Console de Google, on peut regarder maintenant dans la Container Registry, on a bien notre image Tomcat 7 avec le début du hash qui a été généré juste avant. Maintenant la même chose pour les web apps. Donc pareil, je crée un répertoire web app image, je copie mon WAR dans ce répertoire, je crée un petit Dockerfile tout basique qui utilise Alpine, qui pourrait utiliser autre chose, mais c'est une image assez simple de base. Je lui recopie mon WAR dessus et je fais un tlf /dev/nul pour que Docker ne kill pas mon container et qu'il reste fonctionnel. Je fais la même chose que précédemment, c'est-à-dire je construis mon image, donc là je l'appelle areg web apps version 1. Il me construit le container. Si besoin, je peux le lancer et me connecter avec un shell pour voir ce qu'il y a dedans, pour vérifier que j'ai tout. Donc si je le fais, pour le coup, je me retrouve dans Bash, et là, il suffit que je fasse ls web apps, et je vérifie que j'ai bien mon WAR qui est dans le container. Donc je ressors. Pareil, je tag mon image avec gcr.io et avec surtout proj ici, qui est le nom de mon projet GCP. C'est important. Je vérifie mes images. J'ai bien maintenant Web Apps et Tomcat 7 qui sont pour GCR.io. Je fais mon push. Je l'envoie donc sur la registry Google Container de manière à ce que mon image soit stockée sur le cloud de Google et que je puisse le référencer après au niveau de Kubernetes. Donc pareil, je retrouve mon image dans la Container Registry. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est un peu petit, de Google. Alors, création du cluster. Pour créer un cluster sur GKE, c'est assez simple en fait. On fait simplement, d'abord je vérifie ma zone et je lance la commande gcloud container cluster create, le nom de mon container, le nombre de nœuds que je veux,
la zone et le type de machine. Là, j'ai pris une machine toute petite exprès, mais on peut prendre des machines beaucoup plus grosses et mettre beaucoup plus de machines physiques. Donc là, je crée mon cluster avec 2 machines physiques. Je peux vérifier sur GKE que j'ai bien mon container qui est créé. Ça prend un peu de temps, ça peut prendre quelques minutes de créer le cluster. Ensuite, les composants Kubernetes. Le premier, c'est le déploiement. Donc, on crée un fichier YAML qui va décrire le déploiement lui-même. Alors, souvent, on fait du copier-coller au départ, parce que c'est un peu verbeux. Les points importants, c'est de voir que là, on spécifie un seul réplica. Donc, pour le moment, je veux un seul pod. Et que l'image que je veux utiliser, c'est celle-là, c'est Web Apps, pour la première. Et pour le deuxième, c'est Tomcat 7, ici. Un point important aussi, c'est que j'ai créé un volume qui est vide au départ. Et ce volume, je l'appelle AppVolume. Je ne sais pas si vous voyez la souris, ouais. Je l'appelle AppVolume. Et je vais la monter, ce volume, je vais le monter dans mes containers. Donc par exemple, là, je vais le monter dans un répertoire qui s'appelle Apps. Et là, je vais monter le même AppVolume dans un répertoire qui s'appelle User Local Tomcat Web Apps. Et si on se souvient à la création du premier container, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais... il y a une commande post-start ici. Je ne sais pas si c'est très clair. C'est sur 2 images, c'est pas terrible. Mais en gros, quand je lance le container Web Apps, à la fin du lancement, je fais une copie de ce qu'il y avait dans mon répertoire Web Apps vers le répertoire Apps. Or, c'est le même répertoire, si vous voulez, que l'on voit dans les 2 containers. Et c'est ça qui va faire que, au final, mon container qui a Tomcat 7 va avoir dans User Local Tomcat Web Apps mes fichiers WAR. Je refais un petit peu doucement, je vais un petit peu vite, mais l'idée c'est vraiment, j'ai un répertoire qui sera partagé par les 2 containers et je vais simplement copier de l'un à l'autre mes WAR. Le service, donc tout simple, je lui dis que je veux utiliser le port 8080 qui est de type load balancer. La session Infinity, c'est ce qui va permettre de dire, une fois qu'une IP vient taper sur load balancer, elle reste sur le même pod. Si je mets none à la place de client IP, ce sera au hasard à chaque fois, plus ou moins. Donc pour créer le déploiement sur le cluster, je fais juste un kubectl create-f du fichier que j'ai créé. Si vous avez une erreur de ce type-là, did not find expected key, c'est probablement un problème de table et d'espace. Donc il faut faire attention quand on édite ces fichiers-là parce que c'est important, les tabulations et les espaces pour le... Oula, je suis un peu en retard. Pour le système. Je peux vérifier que mon déploiement a été créé. J'en voulais un, j'en ai un up-to-date. On a l'âge du déploiement. Je peux vérifier mes pods. Alors, non, il y a un pod. Par contre, il y a 0 container sur 2 qui sont prêts. Il est en train de se créer. Si j'attends un petit peu et que je réessaye, j'ai toujours mon un pod qui a été créé. Et là, j'ai bien mes 2 containers qui sont en running. Donc, ça y est, ça fonctionne, ça tourne. Je vais passer un peu. La création du service, pareil. kubectl create-f et le nom du service, le nom du fichier qui décrit le service qu'on a vu un peu plus tôt. Je fais un get service pour vérifier. Je trouve bien mon service ici. Le point important, c'est qu'il utilise le port 8080 et qu'ici, j'ai un pending. Ça veut dire que je n'ai pas encore d'adresse IP externe pour mon load balancer. J'attends quelques secondes ou même une minute. Et là, ça y est, j'ai mon IP externe. Donc là, j'ai une IP externe qui est attachée au service. Et je vais pouvoir me connecter à ce service, à cette IP-là. Et le load balancer qui est dans le service ira m'envoyer sur un des pods qui est actif et qui fonctionne. Et donc, je peux ouvrir dans mon navigateur mon application. Donc je peux tester dans le navigateur, voilà. Inspection des logs, on peut, en fait on regarde où l'app fonctionne, donc on prend le nom du pod, et ensuite je peux faire un kubectl log avec le nom du pod, et en spécifiant le container que je veux voir, c'est-à-dire Tomcat, pas l'autre, et là j'ai accès à mes logs du Tomcat qui tourne. Donc je peux voir tout ce qui se passe dedans. Mise à jour de l'application. Alors, là, en fait, on va mettre à jour le code source, on va afficher plus de détails de l'instance Tomcat qui fonctionne, mais surtout, on va utiliser des fichiers externes. Par exemple, pour le log4j.properties ou pour le fichier de configuration de mon appli. L'idée étant de ne pas mettre ces fichiers dans le WAR, de manière à pouvoir avoir une version différente du fichier pour la prod, pour l'UAT, pour le test, etc. Donc, je définis dans mon code une location prod qui sera config web test app.
voilà un exemple de mise à jour, bon, c'est du code source. L'idée, c'est simplement que j'essaie de regarder si, à cette adresse-là, j'ai un log4j.properties. Si c'est le cas, je configure mon log4j comme ça. Pareil pour l'autre, je regarde si à cette adresse-là, j'ai un webtestapp.properties. Et si oui, je m'en sers pour configurer mon appli. Alors, ce qu'il faut faire maintenant que j'ai modifié mon code, j'ai récupéré mon war. Je vais reconstruire l'image. Alors, je vais faire exprès, je construis une nouvelle image. Cette fois-ci, je mets la version 2 de mon image avec le nouveau war. Je vais taguer la nouvelle version, donc comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Je vérifie mes images. J'ai bien maintenant une web app version 2. Je la push sur GCR, donc toujours le même mécanisme. J'étais un peu vite. Voilà. Je ensuite dois mettre à jour mon déploiement pour lui dire arrête d'utiliser l'image numéro 1, utilise l'image numéro 2. Et il suffit d'aller modifier la ligne qui contient le nom de l'image et de mettre 2. Alors, il y a plusieurs manières ensuite de mettre à jour. Là, par exemple, je décide de détruire mon déploiement et de recréer le déploiement avec le nouveau fichier que j'ai créé. J'ai fait exprès pour montrer les différences et pour garder l'historique, mais on n'est pas obligé. On peut modifier directement la version qui était du départ. Alors, on arrive au secret et au config map, qui sont des composants Kubernetes qui permettent de passer des informations sensibles ou de configuration au pod. En gros, l'idée, c'est de ne pas avoir de mot de passe ou de fichier de configuration directement dans votre container. Il y a trop de gens aujourd'hui encore qui créent un container avec les mots de passe, la fiche config, qui push ça sur Docker Hub, et un peu n'importe qui va récupérer l'image a accès à ces infos. L'idée, c'est que les secrets et les config maps vont être montés dans le container au démarrage comme des volumes. Donc on va avoir des répertoires qui vont correspondre à ces entités que sont les secrets et les config maps. Moi, je prends l'exemple du config map. Je crée un répertoire. J'y mets mon fichier log4j.properties de tout à l'heure. J'y mets mon fichier webtestapp.properties qui peut contenir des infos sur la base de données, sur un peu n'importe quoi. Je crée mon config map en faisant un kubectl create config map. J'espère que j'ai pas perdu tout le monde pour le moment. J'essaie d'aller vite parce que le temps passe. Et je lui dis, prends-moi les fichiers qui sont dans ce répertoire-là et mets-les dans cet objet Kubernetes qui est la config map. Je peux vérifier le contenu de la config map en faisant get config maps avec le nom de la config map, et là je vois qu'en gros j'ai un fichier là et un deuxième fichier là avec le contenu de tout à l'heure. Et là je vais aller modifier mon fichier de déploiement pour lui dire rajoute cette config map qui s'appelle myconfigmap, et tu vas me l'attacher à mon container en tant que volume, et tu vas me monter ce volume, donc c'est le config volume qui est ici. On voit ici, je le monte dans le répertoire /config/webtestapp. Ce qui veut dire, quand on se souvient du fichier, de la configuration que j'ai montré tout à l'heure, que je vais pouvoir accéder aux fichiers qui sont dans cet objet config map directement depuis mon container, comme si c'était un répertoire avec des fichiers. Ça va Ouais, vaguement. Bon. Donc je recrée mon déploiement, je vérifie quels sont les pods qui tournent. Hop, je trouve celui-là, donc c'est P9GLH. Ils ont tous des noms un peu bizarres, mais en fait on s'intéresse surtout à la fin. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter un shell à ce pod, et spécifiquement au container Tomcat. Vous vous souvenez, il y a un container web app et un container Tomcat. Je me connecte au container Tomcat, et je fais tout simplement un ls/config/webtestapp, et je retrouve mes fichiers que j'ai passés via la config map. Donc encore une fois, ces fichiers de configuration ne sont pas dans le container, sont juste stockés séparément et attachés au démarrage. Donc je peux regarder le contenu du fichier, c'est le même. Alors là, je vais tester la mise à jour. Je recrée mon service, juste si au cas où je l'avais arrêté. Je vois mon adresse IP ici, qui est mon adresse IP externe. Je me connecte dessus. Et là, je vois donc la mise à jour, je ne vous ai pas montré le code source, mais qui montre quelques infos sur Tomcat, qui est là et qui fonctionne. Autre point intéressant, on va pouvoir spécifier dans le fichier de configuration ce qu'on veut comme ressources en termes de CPU et en termes de mémoire. Soit ce dont on a besoin pour être sûr qu'on puisse être déployé sur un nœud, soit les limites qu'on ne doit pas dépasser.
Et en fait, si un container utilise plus de mémoire que ce qui était spécifié, il va se faire shooter par Kubernetes et relancer ailleurs. Voilà, donc je relance mon déploiement. J'avais créé un fichier .3 pour faire ça. La montée en charge. Alors, quelques points sur la montée en charge. Je recrée mon config map, je recrée mon déploiement et mon service. Là, c'est juste pour montrer si je repars de zéro. Mais là, en théorie, tout ça, ça fonctionne déjà. Je vérifie mes pods. Si mon pod il est coincé dans le mode container creating au lieu de running, ça peut être que j'ai oublié de créer ma config map. Et ça, c'est un truc qui arrive fréquemment quand on le fait à la main parce qu'on oublie. Voilà. Et on se demande ce qui se passe, pourquoi le pod passe pas en mode running. Et là, je vais lui dire, bah, écoute, prends mon déploiement, mywebapp.deploy, et au lieu d'avoir un réplicable, mets-en deux. Je veux maintenant deux pods qui gèrent l'application, qui fassent tourner l'application pour moi. Je vérifie, j'ai bien mes deux pods. Je fais la modif dont j'ai parlé tout à l'heure sur la session Affinity pour dire je veux plus que ce soit basé sur l'adresse IP du client, mais je veux que ce soit none. Et donc j'applique mes changements pour le service. Et là, je peux faire des wget, et j'en ai fait 3 de suite par exemple, et on voit que la première fois c'est ce pod qui a répondu, la deuxième fois c'est celui-là, et la troisième fois c'est le premier qui a répondu à nouveau. Parce que j'ai mis le none comme session Affinity, et que j'ai maintenant mon load balancer, mon service, avec deux pods quelque part sur mon cluster qui répondent à la charge. On peut... alors ça, là j'ai fait le scaling manuellement, à la main, mais en fait on peut le faire de manière automatique dès qu'on atteint un certain niveau d'utilisation de CPU, d'utilisation de mémoire, voire même avec des métriques qu'on crée nous-mêmes. Je ne vais pas trop en parler aujourd'hui, mais c'est important de le savoir. Pareil pour le nombre de nœuds sur le cluster, sur GKE, on peut configurer le système pour dire rajoute-moi des machines, rajoute-moi des VM parce que j'ai une grosse montée en charge et j'en ai besoin de manière automatique en fonction de la charge. Autre truc intéressant, les logs dans la console. On peut voir ici, je ne sais pas si vous voyez ou pas, c'est un petit, mais on voit que j'ai des réponses qui ont été faites sur 8DFC9 et d'autres sur JSHBM, c'est-à-dire ce qu'on voyait dans les wget. Et on voit tout ça dans la même vue des logs. Ce qui est assez pratique, parce que quand on commence à avoir 5 ou 6 pods différents, avec la même appui déployée 5 ou 6 fois sur des nœuds différents, gérer les logs, c'est un peu compliqué. Là, on peut avoir tout au même endroit. Donc, voilà les étapes qu'on a suivies. La préparation, la création des containers, le cluster, les composants, la mise à jour de l'application, la montée en charge. Tout ça, c'était un peu fastidieux quand même. Je vous l'ai montré étape par étape pour bien comprendre. De plus en plus, grâce à ces API REST dont je parlais tout à l'heure, il y a des outils qui apparaissent pour vous permettre de gérer ça beaucoup plus facilement, sans avoir trop à mettre les mains dans le cambouis. Je voulais vous le montrer pour voir un peu étape par étape pour que vous compreniez ce qui se passe. Mais l'idée, on fait ça au départ et après on automatise, que ce soit avec des scripts, que ce soit même avec Jenkins, que ce soit avec d'autres outils comme Helm, que je vous invite à les découvrir. Juste un petit truc, le Kubernetes Dashboard. Alors ça c'est un truc super intéressant qui va vous permettre de voir l'état de votre cluster, de voir les pods, de voir ce qu'il y a dessus, ce qui est utilisé, comment. Par contre pour y accéder c'est un petit peu compliqué, donc je demande les infos de mon cluster. Bon ça c'est pas grave. Je lui demande qu'il me décrive mon cluster pour retrouver dedans le mot de passe et le login admin à utiliser. Et ensuite je peux prendre l'IP du Kubernetes Master, rajouter /UI et avoir accès à ce dashboard. Alors ça c'est un bon exemple de ce que je disais tout à l'heure, c'était vrai jusqu'à il y a 3 mois. Depuis 3 mois ça marche plus, tel quel. Donc l'idée, pourquoi? Parce qu'ils ont en fait changé la manière de s'authentifier pour être encore plus sécurisé. On peut arriver à le faire marcher quand même, mais le principe est là. Et donc le plus simple c'est de faire un kubectl proxy dans votre shell, de spécifier le port 8081 ou 8082, peu importe, et ensuite d'utiliser le fameux web preview dont je parlais tout à l'heure pour vous connecter à ce port. Donc là, encore une fois, je suis sur une machine quelque part, je ne sais pas où, je lui dis expose-moi ce port 8081 et je vais y accéder en rentrant un URL de ce type. Alors en fait, le navigateur va l'ouvrir tout seul pour moi. Mais vous voyez, ici il n'y a plus de numéro de port, il n'y a plus rien. Ça c'est une adresse DNS temporaire qui a été créée pour me permettre d'accéder au port 8081 de cette VM sur laquelle je travaille. Ok ? Et donc j'ai accès à mon dashboard qui me permet de voir un certain nombre d'informations sur le CPU, sur la mémoire. Donc je retrouve ici
les deux pods que j'ai aujourd'hui, enfin actuellement, je vois l'utilisation, la mémoire, je peux rentrer dedans, je peux voir les logs des pods, je peux voir les containers eux-mêmes, et c'est quand même un peu plus pratique que la ligne de commande. That's it.